L'actualité techno de la semaine, Fred, parce que ça chôme pas du côté de la technologie, hein? On s'en sort Non, pas. ça brûle. Corsair qui dévoile un outil, puis là, c'est encore, je vous l'ai dit, là, j'ai pigé un peu de CES un peu partout, qui dévoile un clavier avec un Stream Deck intégré. J'aime l'idée. Donc, ils ont remplacé le numpad par ni plus ni moins qu'un un Stream Deck. Et ça, je trouve que l'idée est forcément géniale parce que, Pour oui, la le modique num... somme de 14 000 US. Ouais, c'est cher, là, on s'entend, on est dans les C'est 300. combien? Ah C'est ben non, 3... c'est pas si pire que ça. Tu Ouais, sais, dans les 300. Un Stream Ouais. Deck 12 touches, là, c'est entre 150 et 200 pièces. Ouais, mais ça, c'est un 370, je pense, américain. C'est quand même pas... Ouais. Oh, taboire. Il est-tu Ouais. en métal, là, au moins? Non, c'est du plastique aussi. Mais je trouve ça intéressant OK. parce que je m'en allais dire, le numpad sur sur un clavier, il sert, mais pas souvent. Donc, Ah non, non, là, t'as un petit peu. Attends, ça dépend dans quel Oh, domaine du travail. Attends une minute. Ça dépend dans quel domaine du travail puis ce que tu fais. Je recule. ouais. Mais ce que je OK. veux dire, c'est que avoir un Stream Deck à la place de ton numpad, puis que d'une touche, tu retrouves ton numpad, puis l'autre touche, tu retournes dans ton Stream Deck, moi, je trouve ça génial. Oh, OK. Tu OK. comprends? Là, tantôt, t'avais dit qu'ils avaient remplacé. Ils l'ont pas remplacé. Ben Il y a une oui. Switch. Ben, ton Stream Deck, il prend la place du numpad, mais c'est un Stream Deck. Fait que si tu décides que la touche numéro 1 en bas à gauche, Fred, c'est ton. Tu dis raccourci numpad, ben toutes tes touches, ils redeviennent des numéros 1, 2, OK, 3, je 4, pensais qu'il 5, y avait 6. genre une Switch qui faisait en sorte que tu pouvais passer direct de Notepad à Tu ça. fais, OK. tu fais ce que tu veux, là. C'est vraiment la OK. partie de droite de l'image. Fait que moi, je trouve l'idée vraiment, vraiment géniale. Allez voir l'article qui est sur notre site web ou scanner le code QR que vous voyez là. Et Danny dit que je veux le faire dépenser. Non, Danny, achète pas un Stream Deck tout court, c'est encore mieux. C'est fait pour ça, Danny, notre émission. Tu Non, cliques mais sur le lien puis t'achètes. faites pas. Puis là, je vais vous le dire, là. J'ai acheté mon premier Stream Deck, le petit, parce que je me disais que ça serait correct puis que tu as un nombre illimité de pages. Mais rapidement, tu te trouves à. Non, achète le gros puis tu te fais pas chier. Puis là, je dis Stream Deck, là, mais il existe d'autres modèles moins chers que Fred en a Le parlé. meilleur, c'est Loop Deck. Non, je sais pas. Mais il est bon, il est correct. Ben, c'est moitié moins cher, ça fait exactement les mêmes fonctions. Puis Non, je trouve que les. non, ça fait pas Oui, pareil. oui, oui, ça fait pareil. C'est Désolé. pareil et c'est ça. Ouais, c'est ça. Censure-toi. Prochaine nouvelle, ça nous vient de Loop Deck. Gmail. Ça, c'est très cool, Fred. On apprend ça. Est-ce que tu fais partie des vieux de la vieille qui se sont ouverts une adresse Google? Je sais de quoi tu vas parler. Hein? Et que tu avais 14 ans, 13 ans à l'époque, puis tu as choisi une adresse email genre tu pues de la bite .gmail.com. Et là, tu as cette C'était pas ça. adresse. Non, mais tu sais, Oui. je caricature Oui. à peine. Mais il y a un paquet de gens qui se sont trouvés avec des adresses Gmail, puis là, se sont dit, hey, c'est comme je suis pogné avec ça pour le reste de ma vie. Puis là, ils se retrouvent à ouvrir un autre compte Gmail. Google veut plus qu'on ouvre des comptes Gmail et a ajouté une nouvelle option qui est en train d'être déployée en Inde et qu'on pense qu'il va apparaître éventuellement un peu partout. La possibilité de modifier ton adresse Google 3 fois, ce qui fait 4 fois en tout. Et quand tu vas avoir modifié ton adresse, ta vieille adresse devient un alias. Ce qui veut dire que tu n'arrêtes pas de recevoir ce que tu recevais avant. Fait que tu n'as pas de crainte de dire mais je vais perdre mon stock. En passant, c'est pas les premiers qui font ça. Là. Microsoft a fait la même chose avec les hotmail.com quand vous êtes transféré à Outlook. C'est devenu un alias, votre Hotmail, puis vous pouvez toujours recevoir les deux, ça ne change rien. C'est un peu la même logique. Et évidemment, vous allez avoir un délai, là, je pense que c'est 6 mois. Vous ne pouvez pas changer 3 fois en 3 semaines. Là. Donc ça, c'est une belle proposition. Je trouve ça super cool comme idée. Moi, j'ai pas ce problème-là. J'ai pensé à mon adresse avant. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Non. Prochaine nouvelle, Samsung Galaxy S26 se révèle un peu plus au CES. Évidemment, des coques sont apparues dans le CES. Donc, on voit poindre le capteur photo qui risque d'être solidement imposant. Écoute, c'est un bétail. Ah, mais c'est quoi? Ouais. Il va y avoir 4-5 caméras? Ben, écoute, on peut penser à 5 caméras. Là, est-ce qu'il y aurait
5 caméras ou 4 caméras puis un capteur LiDAR. C'est difficile à Ah dire. oui, oui, C'est oui, pas oui, oui. impossible. On voit aussi qu'il y a le capteur MagSafe, mais qui ne s'appelle pas de Ouais, même chez Android, là, qui est apparu chez les Pixels et ces choses-là. Donc, la recharge Qi 2. Donc, ça va prendre des belles particularités. On devrait avoir des annonces bientôt de la part de Samsung sur le prochain flagship qui s'en vient dans pas long. On va en parler évidemment quand il va avoir la grande keynote de Samsung, le Uncovered, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, l'événement de Samsung. Je vais en parler, faites-vous-en exact. pas. J'apprends mon souffle. Prochaine nouvelle, sécurité spatiale. Alors, Fred, Starlink a été obligé en panique dans les derniers jours de abaisser l'altitude de 4800 de ses satellites parce que il se retrouve à une altitude de, tu sais, je vais pitcher un chiffre, là, je pense que c'est 540 km et Ouais, que ça commence à être un peu trop jam-pack à ce niveau-là. Il commence à avoir un paquet d'entreprises qui se retrouvent là. Les risques de collision deviennent de plus en plus grands. Et ce qu'il expliquait dans l'article en question, c'est que plus ton orbite est haut, plus il y a de chances que lorsqu'il va y avoir une rentrée atmosphérique, elle soit incontrôlable, elle va durer longtemps, elle a plus de chances de faire des impacts avec d'autres objets et de ne pas se consumer de la bonne façon. Donc, en réduisant l'orbite de exact. ce satellite à 480 km-ish, euh, il gagne 80% plus d'efficacité en termes de rapidité de retour sur le continent en cas de problème. Donc, c'est plus rapide, puis c'est comme une genre d'assurance sécurité pour eux autres. Donc, je trouve que c'est une bonne chose parce Il y a que, bon, il y a un autre gros enjeu dans ce dossier-là, c'est que en abaissant les satellites à la hauteur où ils sont en train de les ramener tranquillement pas vite, c'est qu'on va augmenter de beaucoup la capacité du réseau au niveau de la vitesse, de la fiabilité et de tout ça. oui, avec les nouveaux versions 3 de mémoire qui vont Ouais, avoir jusqu'à 60 gigas de capacité descendante, montante, c'est complètement débile. pas pire. Ça, c'est une fuite des clés de ROM de la PlayStation 5 se sont produites. Et là, c'est la folie furieuse. Je t'explique, Qui Fred. va réussir? Il semble-t-il que les gens qui ont la copie du jeu de Star Wars Racer Revenge en PlayStation 4, la valeur de votre jeu a triplé, quadruplé, quintuplé. Elle est rendue à 500-600$ sur eBay. Fait que si vous avez une copie physique du jeu, les gens, les hackers à travers le monde veulent votre jeu parce que dans la PlayStation 5, évidemment, il y a de la rétrocompatibilité pour pouvoir jouer à vos jeux de l'ancienne version. Et évidemment, dans le disque, il y a l'espèce de clé bottom qui permet de valider que tout est correct au niveau du système. Et là, quelqu'un aurait trouvé, semble-t-il, la façon d'extraire ce Holy bottom-là. shit. Et OK. ouais, c'est grave. Et là, dans l'article de Tom Hardware, il expliquait que si cette clé-là fuite, PlayStation ne peut rien faire parce qu'elle est gravée dans la puce, directement dans la ROM, dans la Exact. mémoire de l'appareil. Il faut physiquement changer l'appareil. Donc, ils peuvent pas patcher ça, ils peuvent pas... Il n'y a sorry, aucun mais... contrôle externe, même réseau, c'est un réseau qui fait faire. Ouais. Fait que c'est une autre belle faille de sécurité du côté de Sony. Ils ont besoin de ça. Ils en ont eu quelques-uns dans leur passé. Alors, évidemment, partons pas en peur. La fuite des clés n'est pas... On n'a pas encore débloqué la bottom. On l'a pas encore débloqué, ouvert. Mais les clés sont en... Bon, on va dire que c'est en Tu sais attente. que ça va être une question de temps. Là. Oh, ouais, c'est une question de temps. Ça s'en vient dans les prochains jours, prochaines heures. Très, très rapidement, on devrait avoir des résultats de ça. C'est fini, Fred, pour le Apple Vision Pro. Surprenant, Apple... hein? Ouais, surprenant. Surprenant. C'est surprenant. C'est surprenant. Puis, tu sais, il y a tout plein de raisons derrière ça. Là. Un casque à 5600$ canadiens, c'est difficile à vendre. C'est une Euh, première bonne raison. Autre problème majeur pour ceux qui l'ont eu, ils l'ont utilisé, il est lourd, paraît-il, il n'est pas confortable.
il y a une belle technologie, il fonctionne très très bien, très efficace, mais trop peu d'applications qui ont été développées. Les développeurs n'ont pas embarqué dans la manœuvre et ben, évidemment, quand tu développes ce genre de choses-là, si les développeurs n'embarquent pas, ça ne marche pas. Et l'entreprise l'usine qui produit, n'en a pas produit, semble-t-il, depuis janvier l'année passée. Donc, ils sont en train d'écouler les derniers stocks et ils ne semblent pas vouloir s'en aller vers un casque numéro 2. Et pour ceux qui utilisent les MetaQuest de ce monde, ben, vous savez que le nouvel environnement de MetaQuest, que j'utilise d'ailleurs, qui est derrière moi ici, a copié un peu ce qui a été mis de l'avant dans le Apple Vision Pro, dans la façon d'avoir des fenêtres semi-transparentes, de tirer les coins pour les redimensionner, ces choses-là. Donc, on a un casque qui coûte 500-600$ versus 5600$. On n'est pas du tout dans la même gamme de prix. Et avec les lunettes Meta, puis de plus en plus d'entreprises s'en vont vers les lunettes, ben, je pense qu'ils sentent que mettre de l'énergie dans un casque, c'est peut-être pas la chose la plus efficace pour l'instant. C'est ça à quoi ça me fait penser? Non. Beta versus VHS. Ouais, c'est un peu ça. Hein? C'est un peu Parce que, tu sais, le casque Apple est extraordinaire. Il est vraiment extraordinaire. C'est un bijou, là. C'est un bijou. C'est un bijou. Mais beaucoup trop cher. Et on n'a pas besoin de ça. C'est comme les télé 8K. Il n'y a personne qui a besoin d'une télé 8K. Là. Mais je l'ai dit, hein, puis je vais le redire. Les lunettes intelligentes, ce qui les freine actuellement, c'est l'IA. Parce que nous n'avons pas encore d'agent TIC et de reconnaissance vocale suffisamment efficace et de durée de la pile suffisamment longue pour avoir des lunettes dans notre visage et dire « je veux telle chose » et là, tu as un agent TIC qui ouvre ton téléphone, va à l'endroit, fait l'action, te ramène l'information dont tu as besoin sans nécessairement avoir à prendre ton téléphone. Cette étape-là n'est pas encore franchie. Rajoutons 2 ans. Elle est franchie dans les laboratoires, là, en passant, mais elle n'est pas encore franchie en termes de produit final pour l'utilisateur. Rajouter 2 ans à ça, rajouter une reconnaissance vocale à tout prix avec une capacité agentique qui fonctionne vraiment sur la coche, vous allez voir des lunettes apparaître partout. Fort probablement. Mais je me questionne encore sur l'effet sur la vision à long terme. Ouais, je vais... Un autre note. Effet sur la vision. Sur la vision. Vision. Casque et lunettes. C'est important de faire une petite recherche là-dessus. C'est bon, c'est bon. Prochaine nouvelle qui va satisfaire les tripoteux de Linux. Fred. J'en connais. Windows introduit la commande sudo. Hein? Ouais, monsieur. Fait qu'ils rouvrent l'en-dessous de Windows. Le côté admin. Je vais te donner un exemple concret. T'as-tu déjà voulu modifier le fichier host de Windows? Oui. Fait que là, tu comprends un peu où je veux en venir. Tu veux modifier le fichier host de Windows, tu rouvres un invite de commande, t'es pas admin, faut que tu t'élèves admin, t'es pas capable d'éditer le fichier. Ben non. Pat, ben non. Complique la vie. Oui, mais tu te donnes. Faut que tu trouves un invite de commande en admin en partant. C'est comment tu fais? Ben moi, j'ouvre un notepad en mode admin, puis je m'en vais chercher le fichier host avec le notepad. Ouais, je sais, mais il faut que tu autorises le notepad admin, tout ça. Maintenant. Oh oui. Ouais, mais c'est ça. C'est ce que j'essaie d'exprimer, c'est qu'il y a plusieurs étapes à franchir pour te rendre là. Tandis que là, tu vas pouvoir simplement taper sudo, blablabla, change le fichier, rajoute telle ligne, enter, entre ton mot de passe, paf, t'es admin. Contrairement à Linux, la persistance du sudo ne dure pas quelques minutes, c'est à retaper à chaque commande. Hein? Ouais, t'as pas de persistance comme sur Linux. Quand sur Linux, si tu fais sudo quelque chose... Faut que je tape sudo quelque chose, sudo quelque chose, sudo quelque chose, sudo quelque chose. Ouais, donc à chaque commande, tu peux faire 4-5 commandes d'un coup, là, comme dans tout invite de commande. Non, je comprends.
Mais si, tu sais, t'as pas comme dans Linux que tu fais un sudo, puis ta session est comme T'es sudo pour dedans, un là. bout, là. Ouais, non. Ben là, OK. Ils ont mis sudo, mais ils l'ont pas mis. Ouais. Mais ça peut être intéressant pour faire des winget en passant. Puis ceux qui ne savent pas ce que c'est, Oh, winget, oui. là, c'est merveilleux. Là. Winget, là, vous pouvez mettre à jour toute votre Windows à partir d'une simple commande. C'est vraiment, vraiment très, très, très cool. Ça fonctionne très, très bien. Fait que allez voir ça. Encore là, c'est le site de Corben qui en parle. Très, très cool. Très hot. J'adore. Super le fun. Prochaine nouvelle, ça, c'est encore au CS. J'aime l'idée. Elle était évidente. Il y a des gens qui vont dire ouais, mais il y a déjà Raspberry Pi qui a fait ça. Il y en a déjà d'autres. C'est pas grave. HP réinvente le PC de bureau en faisant un PC directement dans un clavier. Donc là, on a un PC entièrement intégré, les speakers, les HDMI, les ports USB 3, Power PD, les 65 watts sur les ports USB, Thunderbolt, Yoshi, tout le kit là, directement dans ton clavier. Tu as ton PC avec une OK. carte AMD Radeon. Ouais, HP imite Apple. Ils inventent rien pantoute. Ils disent que. Je le sais, Danny. Je le sais, Danny. T'as pas tort. Apple a fait ça. Raspberry Pi a fait ça. Il y en a un paquet d'autres, mais là, c'est HP. Puis HP, bien, c'est un petit clavier que tu. Puis là, ils ont fait une belle petite pochette, Fred, là. Que, tu glisses ton clavier, puis t'as rien d'autre à amener. Tout est là. Mais HP a été, pendant un bon bout de temps, euh, je pense, le réel compétiteur d'Apple dans le PC clean cut, métal, Avec un all-in-one. petit côté design, tout ça, Oui, oui. exact. Puis, tu sais, il y a eu un petit bout, pendant très peu de temps, il y a eu Visio qui ont sorti des produits relativement extraordinaires aussi. Puis, c'était très peu cher. Puis, HP, je pense qu'ils jouent dans ce coin-là. Là. Ah, puis t'as du Québec qui nous dit sur YouTube les taux PC sont voués à devenir un produit de luxe aujourd'hui. Tout est miniaturisé, tout à fait. Là. À mon travail, j'ai un mini PC. Je suis plus ou moins d'accord là-dessus parce que la miniaturisation a un coût et tu sais, on dit qu'aujourd'hui, on achète des fois des ordinateurs actuellement qui sont gros comme des Tiny, dans le fond. C'est des AMD Ryzen 7 avec une carte vidéo, je pense que c'est une 3070 qu'il y a là-dedans. C'est extraordinaire. Mais quand il y a une affaire qui pète, tout est scrap. Tu sais, c'est du Ouais, jeté après usage. t'as du côté que tout est pris là-dedans, puis t'essaies d'ouvrir ça, C'est oublie ça. ça, là. C'est Tu complexe. sais, une 3070 qui rentre dans un boîtier qui est plus petit qu'un Tiny, tu le sais qu'elle va péter à un moment donné. Là. Ouais, puis tu sais que la chaleur, elle la gère pas de la même manière. C'est ça. On s'entend, on s'entend. C'est pas. Ouais, c'est pareil. Pas tant, pas tant. Non. Prochaine nouvelle, intéressant. Comment protéger son téléphone des douaniers américains? C'est une chronique de la presse. On sait que quand on va aux États-Unis, on a la possibilité d'être screené, terme anglais qui veut dire vérifié dans vos appareils. Est-ce que vous pouvez refuser qu'on qu'on déverrouille votre cellulaire? La réponse est oui, mais les douaniers peuvent exiger de garder votre appareil. Ah, Donc, puis ils peuvent refuser que tu rentres aux États-Unis aussi. ils peuvent refuser que tu rentres aux États-Unis. Ils peuvent demander que vous leur remettez votre appareil et là, ils vont faire une copie de votre appareil. Donc, avant de passer les douanes, ben, si vous avez un deuxième téléphone, c'est pas une mauvaise idée d'utiliser un autre téléphone. Ne loguez pas vos réseaux sociaux si vous ne les utiliserez pas. Donc, déjà en partant, vous sauvez un problème. Évitez tout ce qui est cloud. Évitez la biométrie dans votre appareil. Ces choses-là. Puis si vous êtes correct, vous pouvez remettre votre téléphone au douanier si vous ne voulez pas le débarrer. C'est un risque à prendre. Puis évidemment, assurez-vous, on explique dans l'article, de demander un reçu de la part des douaniers pour être sûr qu'ils vous renvoient votre appareil une fois qu'il aura été scanné. Évidemment, ils cherchent majoritairement des actes terroristes, des actes avec la drogue, ce genre de choses-là, mais non, des histoires qui vont un peu plus loin jusqu'à qu'est-ce que tu penses de la politique américaine, ces choses-là. Donc, vous êtes préparé à savoir que ça peut arriver. Donc, tu sais, si vous avez des conneries dans votre téléphone, ben, essayez de ne pas les mettre de l'avant si vous ne voulez pas être reclenché à la frontière. On a Danny qui dit en entreprise, ça commence
à se parler, ça aussi, quand on passe les douanes. Oui, tout à fait. Parce que là, tu traverses avec le téléphone de l'entreprise, puis bien souvent, ou le téléphone personnel, bien souvent, les gens traînent tout. Et là, ils vont, tu sais, regarde, minimum. De toute façon, dans notre vie, tout est rendu dans le cloud. Tu n'as pas besoin de le mettre dans ton téléphone pour traverser. Tu as juste à effacer, puis tu as un petit téléphone clean cut. Tu dis au douanier, ben moi, j'ai pas de réseaux sociaux, puis j'utilise pas, puis blablabla, puis merci, bonsoir. Évidemment, si vous êtes comme moi, puis que votre nom réel se trouve en 2 secondes sur Internet, c'est un peu plus difficile de dire que tu n'utilises pas les médias sociaux, mais ça fait partie de la vie. Ouais. Fait que c'était tout, Fred, pour nos actus technologiques de la semaine. Et là, on passe au sujet de le hors-d'œuvre. Go! Fred, je pars la vidéo. Je capote. Il faut savoir que ça fait depuis qu'ils l'ont annoncé officiellement que moi et Patricia, on se dit, on va être en direct au décollage, on va être en direct au contournement de la Lune, et on va être en direct au retour. Vous comprenez pas, dans moins de 5, 4 astronautes vont décoller en direction de la Lune. On va faire un orbite avec des caméras HD 4K, système de communication laser à 260 gigabits seconde. Ça fait 50 ans qu'il n'y a pas d'humain qui a fait le tour de la Lune. Et on va vivre ça ensemble. Vous comprenez que je tripe ma vie. Je suis déjà en train de comprendre. Je suis en train de monter le dossier sur tous les aspects techniques inimaginables de la mission Artemis 2. J'ai même commandé mes t-shirts officiels de la NASA, du Space Goddard Center, que j'ai reçu aujourd'hui à temps pour l'émission. Le son est trop fort. On avait de la misère à t'entendre. Je m'excuse. J'ai parlé en même temps, j'aurais pas dû. Mais je trippe. On va faire une émission spéciale. Oh oui. Et sachez que cette émission-là, elle ne durera pas une journée. Là. Ils partent le 5, c'est une mission de 10 jours. Là. OK? En fait, on va faire 3 émissions. La première pour le lancement, 3-4 jours après, là, dépendamment de comment Quand ça ils vont va. approcher de la Lune. On va être en direct. Puis préparez-vous parce que ça va être des émissions qui vont durer quelques heures. Oui, on s'entend. Et je vous le dis, là, j'ai un sérieux dossier. Là. Je vais vous bombarder de good to know, de données sur l'espace, sur comment fonctionne tel moteur, qu'est-ce que de l'histoire derrière ce moteur-là, qui est le deuxième astronaute, le premier astronaute, c'est quoi la job du pilote, du copilote, du spécialiste de mission, pourquoi ils n'ont pas été avant, qu'est-ce qu'ils vont voir, vous allez comment ça savoir. chauffe, comment ça se conduit, vous allez tout savoir. Moi, je tripe ma vie, puis je peux pas triper tout seul. On est d'accord, Fred? Non, il faut choix là. Fait que ça va vraiment, vraiment être très, très, très sur la couche. Je m'attends à... Puis là, tu sais, je dis 5 février, vous savez, c'est la NASA. Il peut y avoir des orages, il peut y avoir tout plein de choses. Ça peut être reclassé. Il y a une autre fenêtre d'opportunité qui est en avril. Donc, c'est possible que ça recule à avril. Donc, soyez pas déçus si c'est pas le 5 février, mais c'est possible que ça soit retranché à une autre date pour toutes sortes de raisons. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les fenêtres d'opportunité dans les voyages de l'espace sont excessivement importants parce qu'on va calculer les distances, le temps, les comburants, les carburants, etc. pour avoir une mission optimale et très sécuritaire. C'est pour ça que les missions vers Mars, c'est excessivement difficile parce que il y a un délai de 18 mois environ avant qu'une fenêtre d'opportunité se représente. Pour aller sur la Lune, c'est quelques semaines. C'est pas quand, c'est quand même. Tu sais, on pourrait y aller même à l'apogée de son orbite autour de la Terre. Je pense que c'est 150 ou 200 000 km qui jouent. Non, c'est moins que ça. Mais bref, il y a un jeu, mais on veut quand même s'assurer que les fenêtres sont respectées et qu'on a une sécurité parce qu'on veut pas revivre un Apollo 13. Non, exactement. Et pour ceux qui veulent avoir une idée de qu'est-ce qu'on va voir, là,
ça sera pas, tu sais, les astronautes d'Apollo ont survolé la surface de la Lune à 150 km au-dessus de la surface. Là, on va être à 7200 km de la surface. C'est peu et beaucoup en même temps. Ce qui veut dire, là, pour vous donner une idée, c'est que l'astronaute qui va regarder dans le hublot, il va être capable de voir l'entièreté de la Lune à travers le hublot. Ça vous Ouais. donne une idée, mais elle va être beaucoup plus proche que nous. Donc, on va voir des choses vraiment, vraiment, vraiment très cool. Danny, serait-tu possible éventuellement de ne plus avoir besoin de fenêtres, de possibilités justement? Ben, la réponse c'est oui, Danny, en fonction des capacités des moteurs et de leur efficacité. Si on avait un moteur qui a une efficacité, tu sais, je te donne une hypothèse, là. Imaginons qu'on sort un moteur qui se retire de la gravité terrestre sans aucun effort. Mettons un moteur d'antigravité, ben, les fenêtres d'opportunité, tu n'en as comme plus besoin. Mais en À fait, peu près pas. attendez, parce que les fenêtres d'opportunité pour la C'est aussi Lune, les alignements, là, ouais, c'est on s'entend. c'est les alignements au niveau des distances, c'est la consommation de carburant. Parce qu'il faut comprendre que à chaque kilo qu'on ajoute, on a besoin de 10 kilos de carburant. Donc, si on ajoute du carburant, ça prend du carburant. Ouais. Fait que si on est plus loin de 40 000 km et que ça représente, mettons, 10 tonnes de carburant, ben dans Ça la peut faire réalité, comme il shit. faut en ajouter Ouais. 40. Ouais, faut redesigner le module parce qu'il est plus. C'est ça. Fait que oui, il y a aussi toutes ces données-là, mais en changeant le type de moteur, tu pourrais t'affranchir d'une. Mais en même temps, tu pourrais pas nécessairement, tu sais, je veux dire, si Mars est complètement dans l'autre sens, ben je m'excuse, même si tu as un moteur Non, super ça, c'est efficace, impossible. il n'est pas dans le bon sens. Moteur nucléaire, c'est C'est pas ça. impossible, Danny, mais ils sont encore très, très, très loin d'arriver à quelque chose à ce niveau-là. Le moteur nucléaire, ça n'arrivera pas. Je vous le dis. Il va y avoir les Ion Thruster qui vont passer bien avant les moteurs nucléaires. Mais C'était super cute dans Tintin Objectif Lune, là. Mais la réalité, c'est que contrôler une explosion nucléaire à la manière d'un moteur à ergol ou à poudre ou peu importe, c'est de l'ordre du physique. C'est possible sur papier, mais dans la physique d'aujourd'hui et de demain et dans les propriétés de la matière, c'est impossible parce que juste au niveau de la chaleur, les éléments qui devraient conduire la propulsion vers l'arrière, il n'y a pas de métal, il n'y a pas de structure actuellement qu'on peut faire qui ne fondra pas, même si on parle de carbone. non, c'est clair.